plaisir de nous recevoir dans cette formation où nous allons parler du cloud et big data pour l'analyse des données. Nous aurons toute cette semaine où nous allons parler du cloud, ok? Et nous allons parler de big data. Si ces concepts sont encore un peu compliqués pour vous, ne vous inquiétez pas, nous allons démystifier ça et ça sera plus facile pour vous. Si vous êtes ici aujourd'hui, je crois personnellement que ce n'est pas un hasard. Le métier de data est actuellement en pleine transformation avec l'intelligence artificielle. Et cette formation, je l'ai conçue vraiment pour vous aider à rester pertinent, compétitif et employable dans les années à venir. Et donc, personnellement, je ne peux que vous féliciter d'être là aujourd'hui. Et pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, nous sommes au dernier jour des formations qui ont été prévues cette année. Nous avions prévu cette année tenir 12 formations. Cette formation sur les clouds et les big data pour l'analyse des données, c'est la dernière formation. OK? Et donc, je tenais à vous féliciter et à vous dire vraiment félicitations. Beaucoup de gens ont commencé. OK? Mais ils ne sont pas arrivés à la fin. Et personnellement, je sais que ce sont les gens en succès qui arrivent à la fin de ceux qu'ils ont commencé. Nous avions parlé de mathématiques et statistiques pour l'analyse des données. Nous avons parlé d'Excel, SQL, Power BI, Python, Tableau. Nous avons parlé de LinkedIn, l'intelligence artificielle, ChatGPT et autres outils. Nous avons vu comment collecter les données avec soit Scobo Collect, ODK, Google Forms. Nous avons vu des analyses statistiques avec des outils comme SPSS, Stata. Dernièrement, nous avons tenu la formation sur la gestion de projets data. Et aujourd'hui, nous finissons avec les clouds et le big data pour l'analyse des données. Et donc, si vous êtes arrivé à la fin de cette formation, félicitations à vous. Et je pense que vous aviez acquis plusieurs notions. Et moi, je ne peux vous souhaiter que ces notions vous soient d'une valeur très importante pour l'année prochaine afin de décrocher plusieurs autres opportunités. Si jamais c'est pour vous la première fois que vous nous rejoignez et vous n'avez pas su depuis qu'on avait commencé, toutes les formations ont été enregistrées. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez juste Oscar Accenti et vous allez dans la partie playlist. Vous allez voir toutes les formations que nous avons tenues là et vous allez suivre sans problème. Et comme vous le savez, ces formations étaient complètement gratuites. Donc, pour suivre une formation, c'était complètement gratuit. Et si vous voulez obtenir votre certificat pour un module, il fallait juste payer 27 dollars que vous pouvez encore faire pour ces dernières formations. Si vous voulez avoir la certification pour la formation sur le cloud et big data pour l'analyse des données, vous payez juste 27 dollars et vous aurez votre certificat à la fin de cette formation. Et il y a certains d'entre vous qui ont opté pour la certification Microsoft à 150 dollars. Je pense jusqu'au 31 décembre, vous avez encore la possibilité, tous qui veulent vraiment suivre tous ces programmes de formation et puis passer l'examen Microsoft, vous pouvez encore opter pour 150 dollars avant la fin de l'année parce que lorsque l'année va commencer, on va commencer avec une autre aventure. Et donc, tout le monde est encore le bienvenu. Euh, Sans pour autant tarder, nous allons commencer, mais pour ceux qui nous découvrent encore, je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous découvrent via cette formation. Je suis Oscar Accenti, je suis ingénieur en informatique et actuellement je travaille comme data analyst. Je suis formateur depuis 2013 et je suis directeur de RK Service qui nous permet d'avoir ces formations. En ligne, j'ai formé plus de 10 000 personnes. En présentiel, on est dans les 500 personnes. Et personnellement, j'ai trouvé que ma passion est de partager avec les autres, tout ce que j'ai appris. OK? Si vous voulez entrer en contact avec moi, vous pouvez soit les faire sur LinkedIn via ces liens-là. Vous tapez juste Oscar Accenti sur LinkedIn et vous me verrez. Ou vous me contactez sur Telegram. Alors, sans pour autant tarder, nous allons commencer notre formation sur les clouds et le big data. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tout est OK? Est-ce que le son est OK? Vous pouvez me faire 5 sur 5 dans le chat si vous m'entendez bien, si tout est OK, afin que je puisse évoluer. Voilà, c'est bon. Alors, je vais nous demander vraiment de fermer le micro pour me permettre à ce que je fasse ma présentation très bien. Voilà, Monsieur Ambroise, vous pouvez fermer votre micro.
Ceux qui veulent, comme M. Gédéon, ouvrir les caméras, vous pouvez ouvrir question de créer une connexion humaine. Mais personnellement, là où je suis, ça ne me permettra pas vraiment d'ouvrir ma caméra maintenant. Et donc, nous allons évoluer. Mais avant vraiment d'aller un peu plus loin, j'aimerais qu'on se pose la question, qu'on réponde à ça. Pourquoi parler du big data et du cloud computing aujourd'hui? En fait, il y a quelques années encore, un data analyst travaillait principalement avec des outils simples comme Excel, des bases de données locales, des fichiers CSV et quelques milliers de lignes. Et dans la formation que nous avons tenue, nous avons utilisé quelques fichiers CSV, nous avons utilisé Excel et pas mal d'outils simples. Mais la vérité est que ces mondes n'existent presque plus actuellement. Aujourd'hui, les entreprises gèrent des millions de données par jour. OK? Les données proviennent de plusieurs sources, que ce soit des applications, que ce soit des sites web, je ne sais pas, des capteurs, de paiement, des réseaux sociaux. OK? Les données proviennent de plusieurs sources et c'est là souvent en temps réel. Et le problème, aujourd'hui, ce n'est plus les données, mais le problème est de comment stocker ces données, les traiter et même les analyser efficacement. Et c'est pourquoi même, on va parler du cloud et les big data, parce que ça va devenir indispensable pour pouvoir traiter des millions de lignes de données, des données qui proviennent de plusieurs sources et des données qui se génèrent en temps réel. Par exemple, si vous êtes sur YouTube, vous suivez cette vidéo, vous commentez, vous aimez, vous likez, vous partagez, tout ça, ce sont des données que vous générez en temps réel. Et combien de gens le font chaque jour? Ce sont de milliers, des milliers, des milliers de personnes. Et c'est pourquoi les clouds et les big data vont nous permettre de pouvoir traiter ces genres de données. Et en passant, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube ou vous n'avez pas encore liké la vidéo, c'est le moment de le faire. Alors, pourquoi les clouds est devenu incontournable aussi pour les analyses des données? Personnellement, j'ai listé ici quatre, quatre raisons, mais on peut avoir plusieurs raisons, ça dépend des domaines dans lesquels vous êtes. OK? Mais on peut avoir vraiment plusieurs raisons. Mais là, moi, je vous ai listé quatre. Si on essaie de se poser une question simple, est-ce que c'est réaliste aujourd'hui d'analyser des millions ou de milliards de lignes de données sur un ordinateur simple? Est-ce qu'on peut analyser des milliards de lignes sur Excel? Vous savez que non, OK? Parce que Excel est limité. Et si vous voulez analyser des milliards de lignes, par exemple, sur votre ordinateur local, ça va planter. Et donc, la réponse est non. Alors, les clouds vont nous apporter quatre choses essentielles pour l'analyse des données. OK? Un, c'est la puissance des calculs à la demande. Ici, vous pouvez analyser soit 100 gigas, 1 teraoctet de données, et c'est là sans acheter des serveurs, sans installer des infrastructures lourdes. La deuxième chose, c'est la scalabilité. La scalabilité, euh, au fait, imaginez qu'aujourd'hui, vous analysez 1 million de lignes et puis demain, vous analysez 1 milliard de lignes. Au fait, la scalabilité est que les clouds vont s'adapter automatiquement. La troisième chose, c'est l'accessibilité. Ici, vos données, vous pouvez accéder à ça partout. Une fois que vous avez juste la connexion Internet, vous pouvez y accéder et les analyser facilement. Et aussi, vous pouvez collaborer avec d'autres analystes ou ingénieurs des données ou même décideurs de votre entreprise. Et autre chose, c'est les coûts qui est maîtrisé. Avec les clouds, vous payez ce que vous consommez. On va le voir. On parlera de plusieurs outils comme AWS, comme Azure, comme Google Cloud Platform. Donc, on essaiera de parler de ça. Ici, vous pouvez juste payer pour ce que vous consommez. OK? Vous n'avez pas besoin de faire des investissements lourds.
Et la vérité est que toutes les entreprises modernes actuellement utilisent les clouds. Et c'est là, c'est sans exception. Que ce soit les banques, les télécoms, les startups, les ONG, les gouvernements, ils vont utiliser les clouds. OK? Et deux fois, si la connexion Internet n'est pas trop bonne dans certaines villes, et vous allez à la banque, vous voulez retirer votre argent, ils vont vous dire que vous n'avez pas la possibilité de retirer parce que la connexion n'est pas bonne. Vous voulez faire une transaction euh, parce qu'ils stockent leurs données sur les clouds et c'est pourquoi, des fois, il y a ce genre de problème. Alors, pourquoi les big data est crucial pour un analyste des données? OK? Je sais que certains d'entre vous pensent que les big data, c'est seulement pour les data engineers. Aujourd'hui, ça, c'est faux. Un data analyst moderne ne travaille plus uniquement sur des données propres et des petites données. Euh, les data modernes doivent comprendre d'où viennent les données. Ils doivent savoir analyser des données qui sont peut-être volumineuses, distribuées ou complexes. Les big data, ce n'est pas seulement la taille, c'est au fait aussi la vitesse des données en temps réel, la variété. On peut avoir des données qui viennent par exemple, des textes, des images, des transactions, la complexité. Et donc, même si vous n'êtes pas un data engineer, vous devez comprendre l'écosystème Big Data pour être efficace. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, c'est important pour un data analyst de maîtriser les clouds et les Big Data? Les amis, soyons très clairs, oui, et c'est vraiment devenu une compétence clé. OK? Si vous allez sur soit LinkedIn ou bien sur Hiring Café, toutes ces plateformes-là de recherche d'emploi, vous allez voir que sur le marché du travail, les entreprises sont en train de chercher des data analysts cloud ready, OK? Qui maîtrisent vraiment les clouds et les big data. Ils recherchent des analystes qui maîtrisent les clouds parce que souvent, ce sont des analystes qui sont mieux payés, plus recherchés et plus évolutifs vers soit le métier comme la data science ou bien l'analytics engineer qui fait vraiment big actuellement. Il y a beaucoup, quand ils attendent qu'on fait, que personnellement, je fais l'analyse des données, ils disent, OK, Oscar, ton métier sera remplacé demain, mais le futur est en train de nous montrer que ceux qui euh, travaillent avec des outils d'intelligence artificielle, ceux qui se forment encore plus, ceux qui essaient d'ajouter de plus sur sur le parcours euh, typique d'un data analyst devient de plus en plus indispensable. Et des notions sur les clouds et les big data sont quelque chose, une valeur de plus que vous aurez en tant que data analyst. Et donc, selon moi, un data analyst qui ne comprend pas les clouds, il est limité à des petits projets, il va dépendre trop des autres équipes et au fait, il aura moins d'impact business. Et donc, cette formation va viser donc à faire de vous un data analyst qui est moderne, autonome et stratégique. J'attends comme s'il y a du bruit, je ne sais pas s'il y a quelques personnes qui ouvrent leur micro. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Monsieur Jiquiel, encore une fois, si vous ouvrez votre microphone sans demander l'autorisation, on va carrément vous mettre dehors du live. Voilà, j'ai parlé encore de ça. Est-ce que vraiment c'est vrai, c'est vraiment important pour un data analyst aujourd'hui de maîtriser les clouds et le big data? Et j'ai dit c'est important parce que c'est très recherché. Alors, pendant les 5 jours, qu'est-ce que nous allons voir? Qu'est-ce que nous allons couvrir concrètement dans cette formation? En fait, aujourd'hui, nous allons commencer avec les fondations. Nous allons comprendre les clouds, tout ce qui est AWS, Azure, GCP, et on va essayer de comprendre sans jargon technique, sans jargon inutile, on va essayer de comprendre les bases au fait. Et puis demain, nous allons parler de l'introduction au big data.
Le troisième jour, nous allons parler de comment on peut stocker, en fait, les stockages des données et l'injection des données dans les clouds. Là, on parlera des data lakes, des data warehouse, on parlera des formats des données qui sont un peu performants comme le format Parquet. On n'a pas eu le temps d'en parler dans cette formation, dans la formation que nous avons tenue, mais dans cette formation sur les clouds et le big data, nous en parlerons. Et puis, nous parlerons par la suite tout ce qui est ingestion et préparation des données. Là, on essaiera de comparer les batchs versus les streaming. On parlera des ETL et ALT. On parlera de pas mal de choses et je pense à la fin de cette formation, vous aurez encore une valeur ajoutée par rapport à tout ce que vous connaissez déjà. Et comme toujours, il y aura un projet final sur lequel nous allons travailler. On fera la visualisation, la sécurité et chacun aura présenté son projet via la plateforme qu'il voudra par rapport à tout ce que j'aurai à vous montrer dans cette formation. Et donc, à la fin de cette formation, vous serez donc capable de comprendre l'architecture cloud et le big data. Vous serez capable d'analyser des grandes volumétries des données. Vous serez capable de collaborer efficacement avec les data engineers. Et si jamais vous voulez vous lancer dans le monde de la data engineer qui est en vogue actuellement, OK? Alors, vous aurez vraiment une bonne porte d'entrée. Vous serez aussi capable de travailler sur des projets data modernes et aussi vous serez capable de vous positionner comme data analyst à forte valeur ajoutée. Si vous êtes chaud, on peut commencer déjà sans perdre de temps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les clouds et les big data ne sont pas une option pour les data analystes modernes. En fait, ce sont des compétences fondamentales qu'il faut avoir. Est-ce que vous êtes chaud qu'on commence déjà avec le jour numéro 1? Vous pouvez me faire yes dans les chats pour me rassurer que je ne suis pas seul. Est-ce que vous êtes chaud ce soir pour qu'on commence avec les fondamentaux du cloud computing? Voilà. Merci beaucoup, monsieur Mamadou. Let's go, Guélon. Voilà. Let's go. Voilà. Aujourd'hui, commençons avec le premier module sur le fondamentaux du cloud computing pour la data. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée qui est fondamentale parce que si vous comprenez bien ce que nous allons voir aujourd'hui, tout le reste de la formation sera logique et fluide. OK? Et mon objectif ici, c'est vous donner une vision qui est claire du cloud, comprendre pourquoi il est devenu incontournable pour la data et aussi poser les bases solides sur lesquelles nous allons construire tout le reste. Mais j'aimerais avant qu'on aborde, qu'on parle tout ce qui est big data, je sais pas, qu'on parle des Spark ou des data lakes et d'autres outils avancés, il est important à répondre à une question essentielle. Pourquoi les clouds est devenu l'environnement naturel du data scientist ou bien du data analyst moderne? En fait, c'est exactement ce que nous allons voir ce soir. Qu'est-ce que les cloud computing? J'ai déjà mis tout ici sur ces slides. C'est quoi les cloud computing? Euh, Si on commence par une définition simple et concrète, vraiment sans jargon, les cloud computing, c'est au fait l'effet d'utiliser des ressources informatiques via Internet au lieu de les posséder physiquement. OK? Au fait, ces ressources peuvent être soit des serveurs, du stockage, des bases de données, des outils d'analyse, de la puissance de calcul. Les cloud computing va nous permettre d'accéder à des sources informatiques, à des ressources informatiques, autant pour moi, à la demande via Internet, sans avoir à gérer soi-même l'infrastructure physique. Autrement dit, au fait, vous n'achetez pas des serveurs, vous n'installez rien sur votre ordinateur. Vous utilisez au fait ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Et pour un data analyst, cela signifie se concentrer sur les données et l'analyse, pas sur la technique lourde. Quelles sont en fait les limites de l'infrastructure on-premise? Je ne sais pas si vous connaissez on-premise. En fait, on-premise,
signifie juste que vous installez les serveurs dans les locaux de l'entreprise, OK? Et l'infrastructure est gérée en interne. On-premise, je ne sais pas si cette définition, vous la comprenez. Vous voulez analyser les données. Vos données sont stockées dans les serveurs qui se trouvent dans votre entreprise. Lorsque vous utilisez les serveurs qui sont installés dans les locaux de votre entreprise, OK? Là, on va parler de l'infrastructure on-premise. Et quand vos données sont stockées ailleurs, là, on va parler du cloud. OK? Je pense que ça, c'est clair. La limite de l'infrastructure on-premise, au fait, ici, est qu'on a des coûts qui sont élevés. Quand je parle de coûts élevés, là, je fais référence qu'il faut acheter des serveurs, il faut de la maintenance, il faut de l'électricité, il faut vraiment un personnel technique qui est dédié. Et cela, souvent, c'est très coûteux, surtout pour des projets data qui sont évolutifs. La deuxième limite, c'est la scalabilité qui est limitée. Plus vous avez des données, et là, vous aurez besoin encore de nouveaux serveurs qu'il faut acheter. Et des fois, ce processus est lent et rigide. Et voire même, ça peut être impossible de s'adapter rapidement à la croissance des données. La troisième limite, c'est le manque de flexibilité. Des fois, on a la difficulté à tester de nouveaux projets analytiques et des fois, même, on peut être dans un environnement figé, ce qui fera qu'on n'aura pas vraiment de flexibilité. Et aussi, l'autre limite que moi, je trouve encore très, très grave, c'est les risques qui sont élevés. On peut par exemple avoir de pannes matérielles, des pertes de données ou bien des sauvegardes qui sont complexes. Et pour un data analyst moderne, deux fois, on-premise devient un frein majeur. Et c'est pourquoi même on va passer au cloud, qui a plusieurs avantages. Les clouds a d'abord ce qu'on appelle la scalabilité. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des petits volumes et puis demain, vous avez des grands volumes que vous voulez analyser. Et donc, les clouds vont s'adapter automatiquement. Deux, c'est la puissance des calculs. Avec les clouds, vous pouvez analyser des millions, voire de milliards de lignes de données. Là, vous avez des calculs distribués et les résultats de vos analyses sont rapides. Troisième chose, c'est la rapidité de mise en œuvre. Ici, il faut juste payer une plateforme, bien un service que vous allez utiliser où sera stocké vos données. Et tout est configuré rapidement. Il n'y a aucun matériel que vous devez installer. Avec les clouds, vous avez une collaboration qui est améliorée en fait. Vous pouvez travailler sur un dataset à plusieurs analystes de données sans vraiment vous préoccuper de beaucoup de choses. Ici, la sécurité est bien rassurée et c'est partout, au fait. Et aussi, on a l'innovation qui est continue. Actuellement, les outils de big data évoluent. Si jamais vous voulez faire du machine learning, si vous êtes sur les clouds, c'est plus facile. Et si vous voulez incorporer des outils comme l'intelligence artificielle, dans vos analyses. Avec les clouds, ça s'est fait rapidement. Et donc, les clouds vont transformer les data analysts en un acteur stratégique, pas seulement quelqu'un qui exécute. Ce que vous devez retenir, au fait, est que les cloud computing n'est pas une option pour l'analyse des données modernes. En fait, c'est l'environnement naturel du data analyst d'aujourd'hui. Et de fois, c'est pas certains d'entre vous qui travaillent actuellement dans l'entreprise. Très souvent, on n'a pas des données qui sont stockées sur des ordinateurs, des données CSV, des fichiers Excel. On a des données qui sont stockées dans un serveur distant, dans les clouds.
Et comprendre comment les clouds fonctionnent va nous aider à mieux s'y connecter et analyser nos données le plus rapidement possible. Avant d'aller dans les outils, je pense qu'il est fondamental de comprendre ceci, hein, le modèle des services cloud. Quand on parle au fait cloud, les clouds, est-ce que vous comprenez cloud? C'est quoi? Les clouds, c'était mon anglais. Ça veut dire quoi en français? Y a-t-il quelqu'un qui connaît les clouds veut dire quoi en français? Vous pouvez m'écrire dans les chats. Quand on dit cloud, ça veut dire quoi en français? Voilà, nuage. Voilà, nuage. C'est bon, monsieur Yellow. Ça fait référence au nuage. Là, on fait référence à quelque chose qui est distant de vous. OK? Et quand on parle du cloud, il y a au fait plusieurs modèles qui rentrent dans cela. OK? Et tout n'est pas au même niveau comme nous allons le voir. Selon les services que vous allez utiliser, soit ce n'est pas vous qui gérez les mêmes choses, ce n'est pas les mêmes efforts que vous allez fournir, ce n'est pas le même rôle pour les data analystes. C'est exactement ce que je vais clarifier ici. Ici, devant vous, vous avez la vision globale de ce qui peut représenter les clouds. OK? Prenez ça comme une pyramide des services. Ici, en bas, nous avons les IaaS. OK? Là, vous avez beaucoup de contrôle, beaucoup de travail. Ici, au milieu, on a les PaaS. J'expliquerai ça par la suite. Plateforme as a service. Ici, on a l'équilibre parfait pour la data. Et au-dessus, ici en haut, on a les SaaS, OK? Ou bien les Software as Service. Tout est prêt, vous analysez ici directement. Et vous allez voir, plus on monte, moins on gère la technique et plus on se concentre sur la donnée et le business. Sans pour autant perdre de temps, commençons par les IaaS ou bien Infrastructure as a Service. En fait, les IaaS ou bien Infrastructure as a Service, c'est les fournisseurs cloud. OK? On parlera des différents fournisseurs par la suite. C'est les fournisseurs cloud qui vous fournissent des serveurs, machines virtuelles que vous allez utiliser, du réseau, du stockage et tout le reste est à votre charge. Vous devez donc gérer les systèmes d'exploitation, les logiciels, les outils d'analyse, la sécurité applicative. Et là, ça prend des fois beaucoup de choses pour un data analyst. Et vous allez voir que pour les data analysts, on n'est pas trop ici. OK? Par exemple, imaginez que vous louez une machine virtuelle dans les clouds et vous voulez faire vos analyses des données, soit sur Python. Ça sera votre rôle d'installer Python, d'installer Pandas, soit si vous voulez utiliser Jupyter, d'installer Jupyter, d'y ajouter une base de données. Et donc, vous avez un serveur d'analyse entièrement qui est personnalisé. Et ça a plusieurs avantages. En fait, vous avez les contrôles total, vous avez la flexibilité et c'est utile pour des besoins spécifiques. Mais avec aussi beaucoup d'inconvénients, comme la mise en place qui est un peu complexe, la maintenance qui reste à gérer et pas idéale pour débuter. Et pour les data analysts, c'est vraiment les IaaS, l'Infrastructure as a Service, c'est rarement utilisé. Et c'est soit plutôt des profils qui sont un peu techniques ou des projets qui sont spécifiques qui vont utiliser ça. Et c'est utile pour quand même comprendre le base. Et ça va nous amener, euh, au deuxième modèle des services cloud qui est les PaaS ou bien Platform as a Service. Le Platform as a Service, lui, en fait, c'est le fournisseur qui va gérer l'infrastructure, les mises à jour, la scalabilité
et la disponibilité des données. Et vous, en tant que data analyst, vous allez vous concentrer sur les données, les requêtes et l'analyse. Et ici, vraiment, c'est le modèle le plus important pour un data analyst. Imaginez que vous chargez vos données dans les clouds, vous exécutez des requêtes SQL, vous analysez des millions de lignes, et c'est là sans installer des serveurs, soit gérer de mémoire, sans gérer aucune chose, même pas la performance. Et vous allez voir que ça a beaucoup d'avantages, des plateformes et des services. Ça a beaucoup d'avantages. C'est très simple à utiliser, hautement scalable, on a des performances qui sont optimisées et c'est idéal pour les big data. Quelques petits bémols et que c'est moins, on a de moins de contrôles techniques et vraiment on dépend aux fournisseurs. Et pour les data analystes, c'est votre terrain de jeu principal. C'est là que se font tout ce qui est analyse massive, les agrégations complexes et les pipelines analytiques. On verra ça pratiquement. On essaiera d'utiliser des plateformes et des services pour pouvoir implémenter tout ce qu'on est en train de dire ici sur les clouds. Et avant même que nous ne parlions de modèles de déploiement, il y a un troisième modèle qui est les SaaS ou bien les Software as a Service. Probablement, vous avez déjà utilisé ça. Les Software as a Service, ici, tout est prêt. L'infrastructure, la plateforme, l'application. Vous utilisez simplement les logiciels via Internet. OK? Vous pouvez vous connecter à un outil de business intelligence. Vous créez vos tableaux de bord, vous partagez vos rapports. Et ici, aucun serveur, aucune installation, vous n'avez pas vraiment besoin de quelque chose. Et je pense, dans la formation sur, je pense si c'était sur Excel, je vous avais montré qu'on peut utiliser des outils des SaaS pour pouvoir pour pouvoir visualiser les données. Je ne sais pas si je peux voir quelque chose ici qu'on avait une fois utilisé. Si je viens dans Spreadsheets et je vais voir est-ce que c'était, voilà, je peux prendre par exemple ces datasets. Je vais vous montrer juste un outil des SaaS qu'on avait utilisé, des Software as a Service, qui est probablement pour vous donner l'idée de comment ceci marche. Imaginez que j'ai ces données des bases de tension artérielle et je vais visualiser ça. Si je suis ici et que je vais visualiser ça, je peux soit créer les tableaux de bord directement ici ou bien utiliser, importer mon fichier sur Power BI et puis le visualiser. Ou aussi, je peux venir aussi dans Outils. Attends, je vais voir est-ce que je peux voir les extensions là. Est-ce que c'était ici où j'avais configuré ça avec vous? Je pense que c'était plutôt dans l'autre compte ici. Je vais prendre ça. Je vais au fait vous montrer comment vous pouvez utiliser un software directement as a service. Un programme comme, voilà, je pense ici. Voilà. Et si je viens ici dans extension, on avait utilisé, voilà, c'est exactement ça. Nous avions utilisé Looker. Je ne sais pas si vous aviez déjà utilisé Looker. Looker, c'est un service en ligne qui va vous permettre rapidement de créer des visuels. Donc, au lieu que vous venez exporter vos données sur Power BI et commencer à faire les tableaux de bord, avec Looker, c'est un software qui va vous aider directement. C'est un programme qui va vous aider automatiquement de générer vos dashboards en ligne. Et c'est là automatiquement en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, ils vont comprendre vos données ici et facilement, il va générer quelques visuels ici. Et si jamais vous voulez personnaliser, vous pouvez le faire. OK? Je pense au fur et à mesure qu'on sera en train d'évoluer,
je vous montrerai pratiquement pas mal de choses ici. Vous voyez déjà, en cliquant sur Looker, il a pu détecter mes données et me générer quelques visuels. OK? Sans pour autant installer quelque chose. OK? Tout est incorporé, tout est incorporé directement ici sur Google Sheet. Est-ce que vous utilisez déjà Looker pour la vie? Y a-t-il quelqu'un qui utilise Looker pour la visualisation des données? Ou c'est la première fois que vous voyez qu'on peut générer ça automatiquement? Voilà. Je pense aujourd'hui, on est en train de faire l'introduction et on va découvrir pas mal de choses ensemble dans cette formation. Voilà. Je vois M. Charles qui dit que c'est la première fois. Et personnellement, je trouve les avantages ici que c'est très facile à utiliser. On a une mise en œuvre qui est rapide et c'est idéal pour le reporting. OK? Le problème est qu'on a peu de personnalisation et c'est limité pour des analyses avancées. Quand on va faire des analyses qui sont avancées, vous allez voir que ce sera un peu limité. Pour les data analystes, c'est vraiment excellent. Excellent pour faire des reporting et des visualisations, comme vous pouvez le voir là, sans cliquer dans beaucoup de choses. J'avais déjà quelques deux visuels là, juste en cliquant ici dans l'extension et je récupère directement Looker. OK? L'autre l'autre chose qu'il faut savoir, c'est moins adapté pour les traitements big data et des données qui sont complexes. Mais quand même, c'est rapide à mettre en place. Si on essaie de faire une petite comparaison claire, OK, pour le modèle IaaS ou bien Infrastructure as a Service, c'est vous qui gérez la technique. OK? Et votre rôle en tant que data analyst, c'est de faire l'analyse et créer l'infrastructure. Mais lorsque vous utilisez le modèle Platform as a Service, celui qui gère la technique, c'est votre fournisseur. Et votre rôle, c'est faire juste l'analyse pure. Et ça, c'est très utilisé. Et quand vous utilisez les modèles Software as a Service, c'est votre fournisseur qui gère la technique. Et vous ne faites que la visualisation et les reporting. On peut prendre par exemple un scénario en entreprise. Si vous voulez faire du stockage massif des données, vous allez utiliser les PaaS ou bien si vous voulez analyser des millions de lignes ou de milliards de lignes, vous pouvez utiliser les PaaS ou PaaS. Si vous voulez faire des tableaux de bord pour le manager, vous pouvez utiliser les SaaS ou Software as a Service. Et quand on a des besoins spécifiques techniques, on va utiliser les IaaS ou bien Infrastructure as a Service. Et en réalité, des fois, les entreprises combinent les trois, au fait, et utilisent ça. Mais je pense, nous, dans cette formation, on essaiera en train d'utiliser des plateformes as a service. Cela étant dit, qu'est-ce qu'on peut retenir là? Ce qu'on peut retenir est qu'en tant que data analyst, votre priorité n'est pas de gérer des serveurs, OK? Mais de transformer la donnée en décision. Et c'est pourquoi les PaaS ou bien plateforme as a service est votre meilleur allié. Et les SaaS, votre outil de communication avec les business. Les temps avancent, parlons de modèle de déploiement. Je vais vous mettre en description tous les slides ici que j'utilise, hein. Comme ça, si jamais vous avez besoin de prendre les notes, vous pouvez utiliser ces slides que je vous présente. Et ça sera une bonne chose pour nous permettre d'aller un peu plus vite. OK? Parlons de modèle de déploiement. Ce qui, voilà. Euh, voilà.
Euh, personnellement, je pense qu'avant de parler d'outils, il faut répondre à des questions importantes comme savoir où sont hébergées les données. OK? Et comment, en fait, les entreprises choisissent de déployer dans les clouds. En fait, savoir où et comment les clouds est déployé, c'est ça ce qu'on appelle au fait le modèle de déploiement cloud. OK? L'idée clé à retenir ici dès le départ est que le modèle de déploiement répond principalement à la sécurité, à la sensibilité des données, aux contraintes réglementaires et à la stratégie IT de l'entreprise. En tant que data analyst, vous n'allez pas choisir ces modèles, mais vous devez les comprendre car il va impacter vos accès, vos outils, vos données, vos performances et bien d'autres. Et on a plusieurs modèles de déploiement. Mais ici, je vais vous parler des 4 modèles de déploiement. On a les clouds qui est public, on a les clouds privés, on a les clouds hybrides et on a les multi-clouds. OK? Commençons par les clouds publics. Si c'était, disons, le moyen des, des transports, je dirais les clouds publics, c'est comme le bus en commun que vous prenez. OK? Vous entrez dans un bus ou bien dans une métro et vous partagez tout avec tous les gens qui sont dans le bus. Alors que les clouds privés considèrent ça comme vous louez votre taxi vous-même, OK? Vous louez soit Bolt ou bien Uber ou bien je sais pas quel service euh, de transport. Ça, prenez ça comme privé. C'est vous-même qui êtes là. Les clouds hybrides, c'est comme si vous combinez les deux, OK? Et les multi-clouds, au fait, vous utilisez plusieurs fournisseurs cloud. OK? Ça peut être privé ou partagé, mais ici, vous utilisez plusieurs. Laisse-moi revenir ici un peu sur les clouds publics. Au fait, avec les clouds publics, les ressources sont hébergées chez votre fournisseur cloud et elles sont partagées entre plusieurs clients et chaque client est isolé et sécurisé. En fait, c'est le modèle le plus utilisé dans le monde et même que nous allons utiliser pour des exemples concrets dans cette formation. Par exemple, une entreprise peut stocker ses données dans un data lake cloud et puis elle va analyser des millions de lignes avec des services qui sont managés et va aussi créer des dashboards accessibles aux managers. Et tout ça, c'est hébergé soit sur AWS qu'on va voir par la suite d'Amazon ou bien Azure de Microsoft ou GCP de Google. L'avantage ici est que c'est très scalable, les coûts sont maîtrisés. Au fait, vous payez ce que vous consommez. Vous avez une mise en place qui est rapide et on a un large choix d'outils data. L'inconvénient est que c'est moins de contrôle physique et vous dépendez du fournisseur. Pour les data analysts, en fait, ici, c'est le plus courant. Et donc, si tu travailles dans la data aujourd'hui, il y a 90% des chances que tu sois dans les clouds publics. Comme ce que je fais là, par la suite avec Looker. Ça, c'est stocké sur les serveurs de Google. Et donc, c'est public, tout le monde peut avoir accès à ça. Les clouds privés, ici, vous avez une infrastructure qui est dédiée à une seule organisation. Et c'est hébergé de manière interne ou bien c'est hébergé chez un prestataire. Et l'avantage ici, c'est que l'entreprise garde un contrôle total. OK? Et souvent, il y a soit des banques ou bien des assurances ou bien des institutions sensibles qui utilisent euh, ce type de modèle de déploiement.
Et donc, les données vont rester dans un environnement qui est strictement contrôlé. L'avantage est qu'on a les contrôles total, la sécurité est renforcée et on a une conformité qui est réglementaire. Pour les data analysts, on a un accès qui est un peu plus restreint, des outils parfois qui sont moins modernes et les processus sont rigides. L'inconvénient est que les coûts sont élevés pour pouvoir se permettre un cloud privé. La scalabilité est limitée et il y a moins d'innovation rapide. Le troisième modèle, c'est les clouds hybrides. Ici, au fait, il va combiner tout ce qui est cloud privé, comme je l'avais dit déjà quand j'introduisais. On va combiner les clouds privés et les clouds publics. Et les données et les services vont circuler entre les deux. OK? Par exemple, vous avez des données qui sont sensibles. On va utiliser les clouds privés. Quand on a les données, des analyses lourdes, on va utiliser des clouds publics. Si on veut faire des tableaux de bord, on va utiliser les clouds publics. C'est très fréquent en fait dans des grandes entreprises. L'avantage est qu'on a la flexibilité maximale, l'optimisation. On a l'optimisation entre le coût et la sécurité. Et on a aussi la transition progressive vers la data, vers les clouds, autant pour moi. L'inconvénient est que l'architecture est un peu plus complexe et la gestion est un peu technique. Et pour les data analysts, ici, vous devez comprendre où sont les données, où s'est fait l'analyse et où sont les résultats. Les quatre modèles, c'est les modèles de déploiement multi-cloud. OK? Dans le multi-cloud, on va utiliser plusieurs fournisseurs cloud. On peut soit utiliser les AWS de Amazon et on combine avec les Azure de Microsoft, ou on peut combiner les Azure de Microsoft avec les Google Cloud Platform de Google. Donc là, on essaie de combiner d'utiliser plusieurs fournisseurs cloud. OK? On a comme avantage pas vraiment une dépendance unique à un fournisseur cloud. On a la flexibilité stratégique et aussi on a l'optimisation des services. L'inconvénient est que la complicité devient un peu encore accrue et il faut avoir plusieurs compétences pour pouvoir utiliser ces genres de déploiement. Pour les data analysts, les concepts vont rester les mêmes, les outils vont changer et il faut vraiment s'adapter. Parce que si vous voulez travailler sur AWS, il y a plusieurs vidéos qui sont sur Internet que vous pouvez voir qui parlent des AWS, des vidéos de plus de 5 heures, 10 heures. La fois passée, j'ai vu une vidéo de 80 heures juste sur le AWS d'Amazon. Et donc, il faut vraiment des compétences, plusieurs compétences pour pouvoir utiliser les multi-cloud. Si on essaie de faire une comparaison de chaque modèle ici, de déploiement, que ce soit privé, public, hybride ou multi-cloud, par rapport au cloud, au modèle de déploiement public, vous allez voir que l'usage est courant. La scalabilité est très élevée et la sécurité est élevée. Quand c'est privé, la sécurité est très élevée, la scalabilité est moyenne et l'usage n'est pas vraiment très courant. Le modèle hybride, la sécurité est très élevée, la scalabilité est élevée, on a l'usage qui est pas mal aussi. Le multi-cloud, la sécurité est élevée, la scalabilité est élevée et l'usage est moins. Ce qu'il faut retenir est que les data analysts ne vont pas choisir toujours les modèles de déploiement, mais ils doivent vraiment comprendre l'environnement dans lequel ils analysent ces données. Je vous parlais déjà tantôt là de grands fournisseurs cloud qui existent.
Et si jamais vous voulez aller en profondeur dans chaque fournisseur cloud, je pense sur YouTube, il y a déjà plusieurs vidéos qui vont en détail sur chaque fournisseur cloud, que ce soit AWS d'Amazon, que ce soit Microsoft Azure de Microsoft ou Google Platform, Cloud Platform de Microsoft. Mais je verrai ce qui sera plus facile ou accessible. Je verrai si on va faire mon pratique sur le premier ici de Google, parce que là, il n'y aura pas vraiment beaucoup de choses à payer. Tout dépendra de comment je vais voir. Nous allons nous adapter à la formation. Avant vraiment d'entrer dans ces outils, je veux que vous compreniez une chose très importante. En fait, les entreprises ne recrutent pas un data analyst parce qu'il connaît un cloud, hein. Elles recrutent quelqu'un qui comprend les concepts dans les clouds. Et donc, les fournisseurs peuvent changer, mais les concepts vont rester les mêmes. Aujourd'hui, comme je le disais au début, plus de 90% du marché cloud mondial est dominé par ces trois que vous voyez ici, OK? Les AWS. AWS veut dire Amazon Web Services d'Amazon, les Microsoft Azure de Microsoft et les Google Cloud Platform ou bien, comme on l'abrège souvent, GCP. En fait, c'est eux que vous allez rencontrer soit en entreprise, en mission, freelance ou en projet réel. Et sans perdre de temps, voyons chaque fournisseur rapidement. Et commençons avec les AWS ou bien Amazon Web Services. Amazon Web Services se positionne au fait comme le leader mondial du cloud. Il est le plus ancien et le plus riche en services. Il est très utilisé par des startups, des grandes entreprises et des plateformes internationales. AWS va nous proposer un écosystème qui est très complet. On veut stocker, faire les stockages massifs, on veut faire du big data, du warehouses, du streaming ou bien de business intelligence. AWS est bien fait pour ça. Elle offre plusieurs services, notamment les S3 pour le stockage des données, ok, avec son data lake. C'est les data lake pour le stockage des données. Athena pour les SQL, pour au fait écrire des requêtes SQL sur les fichiers. Redshift pour les data warehouses. Les Glue pour la préparation des données. Et QuickSight pour faire la visualisation des données. Pour les data analysts, c'est très puissant. Personnellement, je trouve les Amazon Web Services très puissants et il est très utilisé sur le marché. Mais deux fois, il peut paraître un peu complexe au début. Personnellement, quand j'avais utilisé pour la première fois les AWS, j'ai trouvé que c'était complexe. Mais quand même, c'est excellent pour des projets big data, des startups qui sont data-driven ou bien des écosystèmes euh, qui sont complexes. On a le deuxième fournisseur qui est Microsoft Azure. Il se positionne aussi comme un environnement très fort pour entreprises et parfaitement intégré à l'écosystème Microsoft. Plusieurs entreprises utilisent déjà des outils Microsoft, que ce soit Office, que ce soit Teams, pas mal d'outils Microsoft. Et c'est pourquoi certaines entreprises veulent continuer juste avec le produit Microsoft en optant pour le modèle en optant pour ces services Microsoft Azure. OK? C'est très utilisé par les banques, par des grandes entreprises, des organisations qui sont déjà sur Excel ou sur Power BI. Elles vont utiliser Microsoft Azure. Et aussi, ils offrent plusieurs services comme les Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics, Azure Factory
Azure Databricks et le Power BI Services. Je pense, quand on avait parlé des Power BI, je vous avais montré comment on peut utiliser Power BI Service. Et enfin, nous avons les Google Platform, Google Cloud Platform. Ici, euh, euh, aussi, il a un positionnement qui est très fort en Big Data et Analytics. Et Google a une expertise historique sur les données. OK? C'est très utilisé par les entreprises data-centric et des projets analytiques avancés. GCP ou bien Google Cloud Platform est souvent préféré par les data analysts pour une raison simple, la simplicité et la performance du SQL à grande échelle. Et probablement, certains d'entre vous ont utilisé ces services quand on parlait des SQL, les BigQuery. OK? Et on écrivait des requêtes sur BigQuery. C'est utilisé comme les data warehouses serverless, donc sans serveur. Il a les cloud storage, comme des data lake. On a les data flow, on a les data proc et Looker pour la visualisation des données que je vais vous montrer tout à l'heure ici quand j'étais sur ici. Ça, c'est pour Google. Et pour les data analysts, c'est très simple à prendre en main et offre des excellentes performances et c'est idéal pour l'analyse big data. Si vous voulez faire des analyses massives ou des projets analytiques purs ou SQL à grande échelle, vous pouvez utiliser Google Cloud Platform. Et je pense que c'est ce que nous aurons à utiliser pour de pratiques dans cette formation. Parce que personnellement, je trouve que ça a beaucoup de bénéfices et d'avantages. Et si même on essaie de voir ces comparatifs orientés, que j'ai personnellement, je l'ai orienté data, parce que même les développeurs, même d'autres profils techniques, profils tech peuvent utiliser ces services, mais moi, j'ai essayé de faire un peu un comparatif autant pour moi, orienté data. Et je trouve que les Google Cloud Platform offrent plusieurs avantages. OK? Bien que sa part de marché ne soit pas trop grande, mais quand même, elle offre une simplicité et ça peut analyser des big data. Ça peut nous permettre de faire les BI, les business intelligence et le reporting. Et aussi, on peut faire du SQL à grande échelle. Et alors, vous pouvez vous demander quel cloud à prendre en priorité. Personnellement, je pense que si vous voulez travailler avec des outils comme des outils Microsoft, OK? Excel, Power BI, allez-y avec Azure parce que déjà, c'est sur la plateforme Microsoft. Si, par exemple, tu veux une vision très large du marché et que tu peux retrouver facilement en entreprise, apprenez les AWS ou bien Amazon Web Services. Et si tu veux faire beaucoup d'analyse Big Data en SQL, utilisez les Google Cloud Platform. Vous pouvez apprendre les concepts data, pas juste un outil. Et si vous voulez vraiment aller en profondeur, je vous avais dit, vous pouvez chercher sur Google, soit un cours complet sur AWS, ou bien cours complet sur Azure, ou bien cours complet sur GCP. Et là, vous spécifiez que c'est pour un data analyst. Ce qu'il faut retenir est que les trois grands clouds font la même chose, que ce soit AWS, Azure ou bien GCP. Ils utilisent juste des noms différents pour des concepts qui sont identiques. Et donc, un bon data analyst, c'est traduire un concept cloud d'une plateforme à une autre. Euh,
Je pense à ce stade, déjà, vous comprenez ce qu'est les clouds, les modèles des services, les modèles de déploiement et les grands fournisseurs. Maintenant, je pense qu'on peut passer dans les quelques minutes qui restent à quelque chose d'important, euh, à savoir quels sont les premiers services cloud que les data analystes doivent absolument connaître. OK? Et pour un data analyst, les clouds vont reposer sur 3 briques fondamentales. OK? Les stockages des données, la puissance des calculs et les bases des données analytiques. Et donc, tout le reste est construit autour de ces 3 éléments. Les stockages cloud ou bien object storage. Ici, les stockages cloud, c'est juste un espace où on va stocker des fichiers, des données brutes, des jets de données volumineux. En fait, c'est la fondation de ce que nous allons appeler par la suite les data lakes. OK? Ou bien un lac de données. Et on a plusieurs exemples en fonction du cloud qu'on va utiliser. Si on est sur Amazon Web Services, on va stocker les données sur les S3. Si c'est plutôt sur Azure, on va stocker les données sur Azure Data Lake Storage. Si c'est plutôt sur Google Cloud, euh, Google Cloud Platform, on va utiliser les Cloud Storage. OK? Et vous, en tant qu'analyste des données, votre rôle sera de consommer les données, comprendre la structure et aussi interroger les fichiers, souvent via des requêtes SQL. Ici, les data analyst ne va pas gérer ni l'infrastructure, ni tout ce qui est technique. Il va juste se focaliser à utiliser les données. Deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre, les services qu'il faut comprendre comment utiliser, ce sont les machines virtuelles, ou bien en anglais qu'on appelle les computes. Les machines virtuelles, au fait, sont des serveurs cloud qui sont puissants, flexibles et accessibles à distance et vont donc vous permettre de faire les calculs. Soit, par exemple, exécuter des scripts Python qui sont lourds, soit tester des modèles analytiques ou travailler sur des environnements personnalisés. Et encore, ça va varier avec les clouds que vous utilisez. Sur AWS, on aura par exemple les SCD. Sur Azure, on aura par exemple les Virtual Machines. Et sur GCP, on aura par exemple les Compute Engine. Et très souvent, les data analysts utilisent ça parce qu'on a ici une utilisation ponctuelle des cas spécifiques et des tests ou analyses avancées peuvent être faits sur des machines virtuelles. Et donc, en pratique, les data analysts utilisent moins les machines virtuelles que les services managés. Et troisièmement, les services qu'il faut savoir utiliser en premier lieu, ce sont les bases de données cloud. En fait, ce sont des bases de données qui sont optimisées pour l'analyse et capables de gérer des gros volumes de données et très rapides pour des requêtes SQL. Elles sont même au cœur du travail analytique. Encore, ça va dépendre des clouds que vous utilisez. Pour AWS, vous aurez par exemple les Redshift. Pour Azure, on aura les Synapse Analytics. Et sur GCP de Google, on aura le BigQuery pour pouvoir écrire nos requêtes SQL. Le rôle de l'analyse des données sera d'analyser des données, faire des tableaux analytiques et offrir un support à la prise de décision. Et aussi, vous devez savoir que c'est ici où vous allez passer plus de temps. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont déjà utilisé BigQuery. Vous allez voir, ça nous aide vraiment au lieu d'installer encore le MySQL sur notre ordinateur. On va juste connecter les données sur BigQuery et pouvoir commencer à écrire nos requêtes SQL. Et donc, c'est là où on va passer beaucoup de temps pour pouvoir
interroger nos bases de données. Et donc, j'ai essayé un peu de simplifier la vision réelle d'un flux data sur les clouds. On commence par accéder aux données qui sont stockées dans les clouds. On va faire la transformation des analyses via des services analytiques. On va avoir les résultats directement qui sont stockés dans une base de données analytique. Et enfin, on va utiliser des outils de visualisation des données ou bien des outils de business intelligence que les clouds que nous voulons utiliser nous offrent. Et voilà les quotidiens d'un data analyst cloud. Si on essaie de faire un récapitulatif très rapide pour savoir l'importance de chaque service pour vous en tant que data analyst, les services cloud sera très important parce qu'il va vous permettre de stocker les données brutes. Les machines virtuelles, pas trop important, mais quand même là, on pourra toujours faire des calculs spécifiques. Et les bases analytiques, ça sera très important parce que c'est là où nous allons faire des analyses, écrire nos requêtes SQL. Je sais que les temps avancent vraiment, mais ce qu'il faut retenir, chers amis, est que les data analysts ne va jamais commencer par des outils complexes. Il va d'abord commencer par comprendre où sont stockées les données, où elles sont analysées et comment les résultats sont utilisés. Et c'est ce qui va lui permettre même de choisir les services qui sera utilisé. Je crois qu'on est déjà à la fin de ces premiers jours. Et aujourd'hui, vous n'avez pas appris juste des outils au hasard. Vous avez compris les socles sur lesquels repose toute l'analyse des données modernes. Nous avons parlé du cloud et nous avions dit que le cloud n'est pas juste un outil, mais c'est un environnement. Vous avez compris que le cloud est devenu l'environnement naturel du data analyst moderne. Et donc, ce n'est pas une option, c'est au fait un standard mondial. Parce que toutes les entreprises aujourd'hui qui utilisent des données travaillent dans les clouds. Et donc, un data analyst qui ne comprend pas les clouds est rapidement limité. Et nous avions différencié différentes choses. Nous avons parlé des IaaS, PaaS et SaaS. On a essayé de comprendre les rôles précis du data analyst dans chaque modèle. Et on a aussi appris à différencier les bons services selon le métier. Personnellement, je pense que le plus important que vous devez retenir est que les clouds ne vont pas remplacer l'intelligence du data analyst. Je pense qu'il y a quelque chose qui dérange. Qu'est-ce qui dérange? OK. Je disais donc, ce qui est le plus important à retenir est que les clouds ne vont pas remplacer l'intelligence du data analyst, il va juste plutôt amplifier son impact. Et donc, un bon data analyst doit comprendre l'environnement cloud, il va travailler efficacement avec cet environnement, il va éviter les erreurs coûteuses et il va apporter plus de valeur au business. Déjà, demain, nous allons commencer à parler du big data. Nous allons essayer de définir c'est quoi les big data, pourquoi les données classiques ne suffisent plus, quels sont les 5 V du big data. On parlera des différents outils majeurs comme Hadoop, Spark et les systèmes de traitement distribués. Et surtout, quel est le rôle exact du data analyst dans un environnement big data. C'est la fin de ma présentation de ce soir. Je ne sais pas par rapport à tout ce que j'ai présenté là, s'il y a des questions, s'il y a des préoccupations, vous pouvez lever la main et je vais répondre à ça. Et comme je vous ai promis que je vais vous partager
mes slides ici, si jamais il y a des questions de préoccupation ou vous voulez revenir sur certaines notions, vous pouvez accéder facilement à ça. Je vais vous partager mes slides ici sur Telegram et ça pourrait vous aider. Je pense que je les ai mis ici. Voilà. Et si vous accédez déjà à ça sur Telegram et qu'il y a d'autres personnes qui demandent ça soit sur WhatsApp ou bien sur une autre plateforme, autant pour moi, vous pouvez le partager ça facilement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que nous avions couvert ce soir? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des préoccupations avant qu'on se donne rendez-vous pour demain? S'il y a des questions, vous pouvez lever juste votre main et je vais vous donner la parole. Monsieur Ludovic, apparemment vous parlez, mais votre micro est fermé. Est-ce qu'il y a des... ok. Je vois Tichik, je vois Don Dédié qui lève les mains. Je vais prendre Monsieur Tichik. Nous allons évoluer. Tichik, vous avez la... Bonjour à vous. Oui, ma question, c'est beaucoup plus du côté modèle, le modèle des services que vous avez parlé. Je ne sais pas si je viens de massacrer la chose. Vous avez parlé du BAS, du SAA, du PAA, du PAAS, ainsi que du IAAS. Et donc, ma question, c'est beaucoup plus sur un élément que j'avais vu sur YouTube. Une personne parlait de IAC. Je ne sais pas si c'est quoi, parce que là, vous n'avez pas parlé de ça. Je ne sais pas si c'est important pour nous ou pas. Voilà, c'est ça ma préoccupation. Ok. Ici, en fait, il peut y avoir plusieurs modèles de services qui vont exister. Moi, je vous ai parlé des 3 grands modules des services qui existent. Et tous les outils là que nous allons utiliser par la suite seront construits très souvent ici. OK? J'ai parlé des IaaS. Ce que vous aviez dit, je ne sais pas même comment vous l'appelez. Les Infrastructure as a Service. J'ai parlé du Platform as a Service et j'ai parlé des Software as a Service. Et puis, j'ai dit que nous, on va se focaliser plus pas sur les IaaS ou bien les IaaS ou bien pas même sur les SaaS. On va se focaliser sur les PaaS ou bien Platform as a Service. Et je vous ai présenté à peu près 3 plateformes par la suite. OK? Les 3 grands fournisseurs cloud. Je vous ai parlé. Il y a plusieurs en fait, mais ici, je vous ai parlé aussi des 3. Celui de Google, d'Amazon et aussi de Microsoft. Donc, comprenez qu'on peut avoir plusieurs, mais les plus grands répandus sont les 3 modèles ici. Monsieur Tichik, je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Oui, vous avez répondu à... Merci beaucoup. Je voyais une autre personne qui levait sa main, Don Dédié. J'avais vu vous aviez levé la main. Si Don Dédié n'est pas là, on prend Monsieur Pierrot. Bonsoir et merci pour la parole. Je tenais premièrement à vous féliciter pour cette brillante présentation et surtout sur la thématique que vous avez choisie qui est vraiment très importante et pertinente. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors, j'avais juste une question pratique par rapport au coût que cela peut coûter annuellement, par exemple, par rapport aux 3 clouds publics là.
essayer d'avoir une idée. Ah, ok. Vraiment, je ne saurais pas vous dire ça coûte combien, mais parce que ces services, vous payez en fonction de la façon dont vous utilisez. Attends, je vais essayer même avec les AWS. Si je viens ici sur Google et que je tape AWS, que je viens sur le service d'Amazon, je viens sur le cloud computing d'Amazon et je clique ici dans Pricing. OK. Il me suggère plutôt le pricing calculé. Parce que le pricing, le prix, c'est un peu complexe. Au fait, ça dépend de comment euh, vous utilisez ces services, au fait. Donc, je vais cliquer ici sur le pricing. Il n'offre même pas les prix. Mais quand même, il donne des options gratuites que vous pouvez utiliser. Ok, je vais voir si je verrai les prix. Les prix varient et ça dépend des services que vous utilisez. OK? Pour nous, les data analysts, je vous ai parlé qu'on peut utiliser les S3, les SCD. Donc, ce n'est pas tout ce qui est offert ici sur Amazon Web Services que nous allons utiliser. OK? Donc, les prix et... Attends, je vais voir. Le prix n'est pas fixe. Les prix est variable. Si je viens ici sur l'air Price Calculator, est-ce que je peux voir? Est-ce qu'il me donne la possibilité? Ah, il me demande d'abord de pouvoir me connecter avant même de faire ça. Donc, tout ce que je peux dire là, les prix n'est pas fixe, c'est variable, mais ce n'est pas beaucoup. Ça ne coûte pas des milliers de dollars par an. OK? Ce sont juste des frais accessibles. Voilà. Et vous, celui que vous utilisez, par exemple, personnellement, ça vous coûte combien annuellement? Ce n'est pas moi qui paye. Si je travaille, ce n'est pas oui, moi mais qui va payer, okay. c'est plutôt l'entreprise qui va payer pour ça. Okay. Donc, vous n'avez pas aussi une idée de celui que vous utilisez couramment à l'entreprise? Ouais, ça, je pourrais vous en parler en privé. D'accord, merci. D'accord. Vraiment, on a fait déjà, ici, ça affiche 2 heures. Je ne sais pas si on a déjà fait 2 heures, peut-être 1 heure. Encore 2 minutes, on prend Messi Jack et Steve et ça sera la fin pour ce soir. Jack, vous avez la parole. Bonsoir, M. Oscar. Bonsoir, Monsieur Jack. Ma préoccupation, c'était juste de savoir quels sont les formats de données que Cloud est susceptible d'accepter. Par exemple, si je voudrais utiliser une base de données qui utilise des données à caractère spatial, c'est-à-dire des géométries en fait, est-ce que le Cloud est capable d'accepter ce genre de données? Ça accepte tout. Des images, des textes, tout le format. D'accord. C'était juste ma question en fait. Ouais. Et c'est pourquoi c'est très utilisé parce que ça, on stocke tous les formats des données et c'est nous, analystes et data engineers, qui vont essayer de transformer ces données pour qu'elles soient exploitables. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. On finit avec Monsieur Steve. Oui, coach, bonsoir. Merci beaucoup pour ta présentation. Moi, j'avais une préoccupation. En vous entendre parler, vous avez essayé d'énumérer quelques services, entre autres Google Platform. Vous avez parlé de Azure. J'ai vu aussi les AWS que vous avez parlé, mais j'ai des petites confusions là. Je voudrais ici que vous puissiez me donner un peu une différence parce que nous avons les OneDriver, nous avons c'est comme
les autres plateformes, entre autres, quand vous êtes sur les drivers, où on peut stocker des données. Je voudrais que vous puissiez relever un peu ou soulever la différence entre les trois plateformes ou services, les Google Cloud Platform et les autres, savoir la différence entre là où nous stockons nos données. Est-ce qu'il y a-t-il des différences ou c'est comment? C'est ça au moins ma préoccupation. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai demandé. Ok, et, si je comprends bien votre question, est-ce que Google Drive, c'est une plateforme et Google Platform, Cloud Platform, c'est aussi une autre plateforme où l'un dans l'autre, je ne sais pas si c'est ça ce que vous voulez demander. Oui, parce que vous voyez, même sur nos ordinateurs aujourd'hui, vous avez la possibilité de stocker les données directement peut-être sur les Google Drive ou sur les OneDrive, ainsi de suite. Vous avez des endroits où vous pouvez acheter 100 gigas, autant de gigas stockés. Est-ce que c'est de la même chose avec les trois services que vous avez donnés à Azure, Google Cloud Platform, ou c'est tout à fait différent? Je voudrais que vous puissiez nous éclairer un peu, nous expliquer quant à ça. Voilà. OK. OK. Je vais venir ici. Je vais faire quoi? Là, je vais taper Google Drive vs GCP. Avant même que je mette la réponse là, je dirais, est-ce que Google Drive est dans GCP? Oui et non. Au fait, là, on a deux plateformes. Oh, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ici, on a des choses différentes. OK? D'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes choses. Google Drive fait partie des Google Workspace, notamment Gmail, Google Docs, Google Sheets, et c'est orienté utilisateur finaux. Ce n'est pas un service de Google Cloud Platform. Alors que Google Cloud Platform, dont je suis en train de vous parler ce soir, c'est une plateforme cloud professionnelle et c'est orienté entreprise, tout ce qui est data, développement, intelligence artificielle, et ça offre plusieurs services clés. Je vous ai parlé des cloud storage, qui est équivalent à S3 de Amazon, les BigQuery, les computes, tout ce que j'ai cité là. Et donc, Google Drive n'est pas un service des GCP. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Google Drive vs GCP. Google Drive est un service de cloud stockage et de partage des fichiers, tandis que Google Cloud Platform est une suite complète des services cloud pour développeurs et entreprises, donc tout ce qui est calcul, base de données, IA et analyse. La différence réside dans la complexité. Drive pour la simplicité et GCP pour la puissance et la personnalisation. Je pense que l'IA de Google a répondu clairement à ça. Ce sont deux choses différentes. Drive, merci beaucoup. Orienté les utilisateurs finaux, ça, c'est orienté plus professionnel. Merci. D'accord, coach, merci. D'accord, merci beaucoup. Je pense que nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui. Demain, nous allons commencer avec le Big Data. J'espère que vous aviez appris pas mal de choses et je vous ai partagé les slides. Vous pouvez faire des recherches. Demain, si vous trouvez quelque chose de bon, de pratique, vous pouvez nous présenter et nous allons évoluer. J'espère que cette semaine, encore, ce sera une nouvelle semaine d'apprentissage de pas mal de nouvelles choses. Si vous voulez récapituler ce que nous avions fait, je vais mettre tout sur YouTube pour ne rien rater. Sinon, on se retrouve demain avec la même énergie. Excellente soirée à tous et on se retrouve demain pour la suite de la formation. Merci et au revoir. Merci à toi, merci vraiment. À vous également. Merci. Merci.